On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir le département de la formation continue et du service aux entreprises offert ici même par le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on se transporte du côté de Saint-Alexandre. Il y a eu des élections municipales au Québec, eux aussi, évidemment. Et il y a eu par acclamation plusieurs élections, notamment le nouveau maire Yves Barrette. On a parlé beaucoup ces dernières semaines de la campagne électorale à Saint-Jean-sur-Richelieu, également du côté de Chambly. Dans les deux cas, ce sont les deux plus grosses municipalités desservies par notre antenne de la télévision du Haut-Richelieu. Mais aussi, il y avait des batailles électorales. Mais en même temps, il faut parler de ce qui se passe à l'extérieur de la ville. Il y a des municipalités rurales qui sont dignes de mention, qui doivent avoir aussi leur visibilité. Et il y a eu, dans ce cas-ci, quelques changements à la mairie, notamment du côté de Saint-Alexandre, où on reçoit le nouveau maire, M. Yves Barrette. Bonjour, bienvenue, félicitations. Bonjour, merci. Merci de votre invitation. C'était par acclamation? Oui, tout à fait. Donc, c'est assez tranquille chez vous. Donc, il n'y a pas trop de contestation ou de grogne populaire. Quand les gens n'offrent pas d'opposition, c'est donc qu'il y a un degré de satisfaction, j'imagine. Ah, c'est ce qu'on espère. Oui. Mais effectivement, il y a eu élection au siège numéro 3 où deux nouvelles personnes se sont présentées. Alors ça a été la bataille électorale à Saint-Alexandre. Sinon, les conseillères et les conseillers qui revenaient ont tous été élus par acclamation. Moi, j'occupais le poste de conseiller au siège numéro 1. J'ai brigué le poste de maire et j'ai été élu par acclamation, là. Effectivement. Alors oui, c'est effectivement un signe que les gens sont satisfaits de ce qui se passe au conseil municipal. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, ou des gens qui ne voient pas pour l'instant la nécessité d'aller former ou chercher d'autres gens là, pour aller. Alors, on est très heureux de ça. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été fort agréable. Bon, c'est sûr que l'avantage d'une campagne, c'est que tu vas voir les gens, tu discutes, tu échanges. Ça, c'est un gros avantage. Alors ça, pour pallier à ça, bon, on va mettre des petites mesures en place là, qui vont permettre d'améliorer, en tout cas, on l'espère, la communication avec nos citoyennes et nos citoyens. Parce qu'à la grandeur du territoire, il y a eu des batailles à Sabrevois, à Saint-Blaise, à Saint-Paul, à Saint-Sébastien. Mais il n'y en a pas eu chez vous. Il n'y en a pas eu non plus à Venise, en Québec, où tout le monde a été réélu par acclamation. Donc, ça varie d'une municipalité à l'autre. Vous êtes au conseil depuis 2009. Tout à fait. Luc Mercier était le maire depuis ces dernières années. Luc Mercier qui a déjà été commissaire scolaire aussi dans les années 90. Donc, quelqu'un de grandement impliqué dans sa communauté. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on est un peu dans le signe de la continuité? Qu'est-ce qui va changer, dans le fond, avec le nouveau conseil? Ce qui va changer, je pense, fondamentalement, c'est peut-être au niveau des dossiers qui vont être traités, peut-être d'une façon un petit peu plus rapide, dans le sens où on a un nouveau directeur général. Alors, sur le plan administratif, il y a eu des changements. On a des gens qui sont autour de la table qui sont très motivés. Alors, ça va être au niveau, je pense, là, du traitement des dossiers qu'il va y avoir une différence. Ce qui va être la continuité, par contre, et c'est tout à l'honneur de M. Mercier, ça a été le climat de travail, le climat à l'hôtel de ville qu'il a su instaurer au cours de ces 2 derniers ans. Et ça, pour moi, c'est une priorité d'avoir un climat de travail qui favorise l'échange, qui favorise la discussion et qui fasse en sorte qu'un conseil municipal est productif parce que les gens ont confiance, les gens peuvent s'exprimer librement en sachant que leur opinion sera reçue. Vous avez combien d'employés à Saint-Alexandre? On a rapidement 4 personnes. Le directeur général, nous avons 4 personnes au col blanc et 2 personnes au col bleu. Et l'été, on a des surnuméraires là, pour soutenir l'équipe des Bleus là, dans les divers travaux d'entretien. La municipalité a passé le cap des 2500 habitants. Tout à fait. Vous avez, parce que on y va occasionnellement, soit pour aller manger au resto, évidemment, à l'Angéluc, mais en même temps, des fois, on transite par là. Ce qui est fascinant de Saint-Alexandre, c'est qu'à des fois, vous avez des enjeux ruraux, parce que vous êtes en campagne, mais vous avez aussi des enjeux urbains, d'infrastructures, de rues, de routes, de maisons. Il y a eu beaucoup de développement domiciliaire. Donc, vous avez vraiment des enjeux, disons, assez variés, si on peut dire. Tout à fait. Au niveau des infrastructures, bon, un des gros éléments, c'est l'approvisionnement en eau. Alors ça, c'est un défi et on l'a pris on a pris le taureau par les cordes, comme on dit. Alors actuellement, il y a un 4e puits qui est en cours
de réalisation. Donc, on attend les autorisations et les tests qui vont aller plus avant. Et dès que nous pourrons déposer, nous devons agrandir la réserve d'eau. Actuellement, la réserve d'eau qui date des années de conception du système, donc la réserve d'eau, c'est la quantité d'eau qui est tenue qui est maintenue, si vous voulez, là, en place et qui est distribuée à nos citoyennes et concitoyens. Donc, cette réserve-là est un peu juste. Alors, nous voulons agrandir, la doubler de capacité, ce qui fait qu'on va pouvoir donc absorber facilement les pointes. Vous savez, souvent, l'eau, la problématique, c'est le mois de mai, où là, la demande est très importante. Les gens, les piscines, enfin, on nettoie. Donc, le pic de consommation est élevé. Alors, ça prend donc des réserves qui vont permettre de faire face à ces pics-là. Donc, dans la partie du village, de ce que je comprends, l'alimentation en eau potable vient de puits communs avec une réserve d'eau, c'est ça? Exact. On a un réseau qui alimente les gens qui sont dans la municipalité comme telle et les gens à l'extérieur de la zone résidentielle, c'est des puits à la maison, là, c'est des puits résidentiels avec le système d'égout là, pour traiter les eaux usées. Là. Ouais. C'est quoi la différence? C'est un peu technique, mais je sais, exemple, comme Sabrevoix, eux, ils sont branchés sur le réseau de Saint-Jean. Oui. Dans le cas de Saint-Alexandre, je présume qu'à l'époque, ils ont dû calculer que c'était plus rentable d'y aller avec cette solution-là que de se brancher. Je dis n'importe quoi, je n'étais pas là à ce moment-là, mais qu'est-ce qui fait qu'une municipalité fait ce choix-là? Parce que quand on parle d'infrastructure, on parle généralement de gros investissements. Oui, tout à fait. Surtout dans une municipalité avec si peu de citoyens, là, il faut amortir la facture. Donc, c'est des décisions qui sont assez importantes, là. Oui. Je dirais que, disons, le premier critère, c'est sûrement la proximité. Alors, lorsqu'on a une rivière comme le Richelieu qui est à proximité, bien, effectivement, il est peut-être beaucoup meilleur marché de pouvoir s'approvisionner à même la rivière, ce qui n'est pas notre cas. Ouais. Et on est quand même relativement éloigné par rapport à ce qui pourrait être potentiellement des centres de distribution dans le secteur Iberville ou ailleurs. Et donc, le choix s'est fait à ce moment-là, on parle des années 90, de creuser des puits. Et il y a de l'eau à Saint-Alexandre. Il n'y a pas de problème. Les puits nous fournissent très bien. Une des problématiques ou des défis, c'est la qualité de l'eau. C'est-à-dire que nous avons une eau qui est dure, qui a des éléments minéraux qui sont à l'intérieur, donc il faut traiter. Et ça, c'est grâce, en tout cas, c'est ce qu'on espère, avec la deuxième réserve d'eau. Alors, le temps de repos, si je peux dire ça comme ça, de l'eau va être plus grand et va donc aider à précipiter les indésirables, si je peux dire, là, dans l'eau. Avez-vous encore des terrains qui potentiellement sont développables au niveau résidentiel? Bien, je me rappelle à une époque, quand il y a eu, au début des années 2000, une flambée du prix des maisons dans une ville comme Saint-Jean, bien, il y a des gens qui ont commencé à regarder à Marieville, puis à Farnham, puis à Saint-Alexandre. Puis, c'est forcément parce que les terrains sont un peu moins chers, puis vous avez quand même une école, vous avez des infrastructures. Tout à fait. Est-ce que potentiellement vous pouvez encore développer ou si vous êtes un peu à la limite du zonage permis? On est à la limite du zonage permis, tout à fait. Ce qui nous reste à développer, c'est certains endroits sur la rue Saint-Denis, entre autres. Il y a peut-être des résidences qui sont un peu passées au niveau de l'âge. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on les achète, on les refait ou on les démolit puis on rebâtit un peu plus gros. Alors, aujourd'hui... Mais en termes de terrain disponible, c'est pas mal à côté. C'est pas mal limité, terminé. Limité dans ce que ça aussi, ça devient un autre enjeu parce que quand une municipalité a des terrains, bien, il se dit éventuellement, on aura des nouveaux revenus. Là, quand on est limité en termes de développement, là, on est plus dans une gestion des acquis, si on veut. Là. Tout à fait. Tout à fait. Pour générer, évidemment, les revenus qui viennent avec ça, à moins d'avoir des grosses rénovations qui amènent, dans le fond, une nouvelle valorisation des immeubles, donc forcément une augmentation des taxes. Mais sinon, il faut gérer ça assez serré, si on veut. Là. Tout à fait. Je pense que nous avons à Saint-Alexandre une fiscalité municipale qui est très compétitive par rapport à d'autres. Et croyez-moi, autour de la table, il y a des gens aussi qui vont au budget, puis c'est bien correct. Et alors, donc, on travaille serré, mais ça ne nous empêche pas, et ça ne doit pas empêcher non plus du développement, parce que forcément, une municipalité doit minimalement investir, ne serait-ce que maintenir à jour ses infrastructures, mais sinon, au moins, minimalement, développer un peu pour offrir à ses citoyennes et ses citoyens de nouveaux services ou amélioration de certains services. Qui sont les gens qui vous accompagnent pour ce mandat-ci au poste de conseiller? Il y a Florent Raymond qui est là. Il y a Mme Julie Vadeboncoeur, Marie-Ève Denicourt, Stéphane Vézina.
Et Jean-François Berthiaume qui, complète là. Oh, et j'oubliais notre nouvelle Anne-Marie, Anne-Sylvie, pardon, Fournier, voilà. Excusez-moi. Donc, des gens qui ont des expériences dans divers domaines. Oui, on a des gens dans le milieu agricole, on a des gens au niveau de la finance, on a des gens au niveau des commerces et bénisteries, on a des gens au niveau, M. Vizina, entre autres, qui était impliqué là, dans les... tout ce qui est éclairage, son et tout ça. Alors, non, on a une belle palette de compétences et de qualité de gens autour de la table qui vont faire en sorte que ça va bouger à Saint-Alexandre, puis on va pouvoir en donner beaucoup à nos concitoyens. Et parlez-nous de vous un peu, votre profil personnel, professionnel, quand vous avez fait votre entrée aussi à Saint-Alexandre sur le conseil. Bref, parlez-nous de vous un peu. Bien, moi, ce qui m'a fait entrer au conseil, à l'époque, on se ramène en 2007, j'étais sur le comité de la politique familiale. Et avec l'équipe en place, on avait mis en branle une politique familiale. Et puis, la conseillère de l'époque qui pilotait le dossier m'avait dit, bien, les élections approchaient. Elle dit, bien, plutôt que de travailler, pourquoi tu n'y vas pas puis porter... comme ça. Y aller là, à fond. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé donc, en 2009. J'ai été élu en 2009. Et il y avait à ce moment-là, en 2009, le dossier de la 35 qui a explosé, si je peux dire comme ça, qui a mobilisé beaucoup de gens parce que, faut-il le rappeler, à l'époque, il y avait une position de l'échangeur qui était projetée puis qui ne convenait pas donc à la grande majorité des Alexandrins et des Alexandrines. Mais là, finalement, ils vont dessus. Est-ce que le MTQ va compléter les bretelles manquantes à l'intersection de la 35 et de Grande Ligne? Bien, en fait, c'est qu'il va y avoir le prolongement, ce qu'on appelle le redressement de la 227. Et au bout de ce redressement-là, donc c'est 1 kilomètre de route qui s'ajoute en ligne droite avec le rang des 60, la 227, jusqu'à l'autoroute comme telle. Et là, il va y avoir la bretelle, il va y avoir l'échangeur qui va être construit. Ça me fait sourire parce que, de mémoire, je me rappelle quand on avait reçu la députée d'Iberville ici en entrevue, elle s'était avancée un petit peu beaucoup, je pense. Elle avait presque dit que les travaux étaient commencés. Oui. Ils n'étaient pas commencés vraiment. Disons qu'il est en cours. Il est en cours. Puis vous, êtes-vous encore actif professionnellement ou retraité? Non, moi, je suis retraité. Moi, j'ai complété 38 années au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, dont 30 comme technicien laboratoire au département d'agriculture et 8 comme responsable du service des stages et du placement étudiant. Alors, c'est des belles, très, très, très belles années que j'ai passées au Cégep avec beaucoup de gens. Tu sais, c'est un milieu particulier, un Cégep. Ouais. C'est un milieu de cerveau, c'est un milieu aussi de connaissances, de savoir-faire. Alors... Là, vous savez souvent ce qui arrive, là, c'est que quand on est... Parce que, tu sais, normalement, maire de Saint-Alexandre, c'est pas un boulot à temps plein. Mais quand on est retraité, des fois, ça le devient. Oui. Bien, écoutez, une des choses que j'ai bien hâte de découvrir, c'est tout l'aspect régional. Alors, avec la MRC. La participation au niveau de la MRC. Alors, ça me motive beaucoup, là, puis voilà. Yves Barrette, merci beaucoup. Bon mandat. Merci infiniment. Merci de me recevoir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show 100% samouraï MMA. Oui, avec le meilleur annonceur maison, Éric Aymard, et en deuxième partie, le combattant du main event, Michael Dufort, qui est Ça va frapper fort, mon cher. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile.
Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons de la formation continue offerte ici même au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un département qui est très, très, très utile pour les employés, les étudiants, mais surtout aussi pour les entreprises, pour les employeurs. Et c'est hyper diversifié et c'est hyper important dans l'économie d'une région. On en discute avec le directeur de la formation continue, service aux entreprises et du placement au Cégep Saint-Jean, Jérémy Fraser. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. C'est un département qui est connu, mais qui est mal connu ou méconnu. OK, formation continue, c'est au cégep, mais qui va là, ça touche qui? Bref, votre niveau d'activité, il ressemble à quoi? À qui vous rendez service dans la communauté? Bien, en fait, je dois dire, tu as quand même bien introduit le service, la direction de la formation continue. En fait, on est un acteur de premier plan au niveau du perfectionnement, soit individuel ou du perfectionnement aussi en entreprise. On joue également un rôle très important pour tous les, toutes les personnes qui désirent faire un retour aux études de niveau technique, désirent se requalifier pour un emploi précisément. Vous savez que des carrières d'une vie, on voit de moins en moins ça. On est beaucoup plus sur des courtes durées ou voire même, je pense qu'il y a des statistiques qui mentionnent qu'on va au moins accomplir 5 métiers ou professions différentes dans notre vie. Donc, on est effectivement là pour répondre à ces gens-là. On offre également ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, on répond dans le fond à tous les citoyens, citoyennes, travailleurs, puis aux entreprises qui désirent, en fait, se propulser, disons, aller chercher des outils additionnels pour être soit plus compétitifs au niveau des entreprises ou du côté des individus plus, disons, obtenir des promotions, par exemple. Les gens qui fréquentent le département de formation continue, est-ce que vous les appelez des élèves? Des participants, je ne sais pas comment vous les appelez. Je vous dirais qu'à la base, on va les appeler des étudiants, mais dans le milieu de la formation continue, on a tendance de plus en plus à les nommer des apprenants. Des apprenants? Oui, des apprenants. Puis, je le qualifierais un peu plus précisément d'apprenants à vie. C'est un peu notre rôle. C'est que, comme je l'ai dit, on a continuellement besoin d'aller chercher de nouvelles compétences pour accomplir notre travail. L'évolution, la technologie, ça évolue à vitesse grand V. Ouais. Donc, on est là pour les accompagner tout au long de leur vie. C'est quoi le profil type de l'apprenant qui est chez vous? On parlait tantôt de reconnaissance des acquis. Prenons un exemple, oui. Là, de quelqu'un qui a besoin de vous pour la reconnaissance de ses acquis, genre? Le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est, par exemple, quelqu'un qui est une intervenante en service de garde, qui a une vaste expérience, 3-4 ans, qui a acquis inévitablement des compétences pendant qu'elle travaillait sur le marché du travail. Et donc, le processus de la reconnaissance des acquis et des compétences consiste à reconnaître les compétences qui ont été acquises différemment que, par exemple, par l'intermédiaire de formation. Donc, ce qu'on fait, ni plus ni moins, c'est qu'à l'aide d'outils, les gens vont se faire évaluer, à savoir s'ils ont la compétence ou pas. Okay. Et à la suite de ça, au bout du cheminement, qui va durer dépendamment, là, si on y va, dans notre cas, la technique d'éducation à l'enfance peut être obtenue à l'espace de 10 mois environ. Donc, okay. Le processus permet à quelqu'un d'obtenir un diplôme, une attestation à la fin. Donc, parce que là, on est beaucoup dans l'univers des ce qu'on appelle les AEC, les attestations d'études collégiales. Exactement. Et ça, dans le fond, ça permet à des gens qui, à la base, ont été embauchés dans un job, n'avaient peut-être pas toutes les qualifications requises, s'en vont chez vous pour se faire reconnaître leurs acquis ou avoir une attestation qui va leur permettre, ultimement, peut-être d'avoir un meilleur salaire ou je ne sais trop, mais bref, d'avoir les qualifications officielles. Oui, bien, en réalité, c'est une formation technique. Hein? Donc, on prend pour acquis, par exemple, que les gens ont soit complété leur formation générale et puis reviennent pour vraiment jouer un rôle sur le marché du travail. Donc, on est plus en développement
disons, de travailleurs qu'en développement, par exemple, plus à l'enseignement, je dirais, ordinaire, où on a vraiment, évidemment, une sphère complète. On est plus dans le développement de citoyens de demain et tout ça. Et évidemment, éventuellement, devenir pour les gens qui veulent aller vers la technique, devenir plus travailleurs, embarquer sur le marché du travail. Mais essentiellement, chez nous, c'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail qui veulent se réorienter. Donc, on est très concentré au niveau des compétences techniques. Il y a combien de volets que vous touchez? Parce que je regardais tantôt sur le site Internet, là, on peut parler des infirmières, on peut parler de francisation, qui est un gros volet, on peut parler d'un paquet d'affaires, mais vous touchez à peu près combien de métiers ou de sphères d'activité en formation continue? Bien, au niveau des programmes qu'on a en formation continue qui nous permettent d'atteindre l'attestation d'études collégiales, si ma mémoire est bonne, ça oscille entre 9 et 10. La raison pour laquelle ça oscille, c'est qu'on n'offre pas toujours les programmes là, dépendamment d'une année à l'autre. On y va avec les besoins du marché du travail. Donc, on ouvre des cohortes. Hein. Ces programmes-là, quelques-uns qu'on pourrait nommer. Par exemple, un qui est très d'actualité, réseau et cybersécurité. Donc, on offre une formation de tout près de 1800 heures, puis on forme des techniciens en réseautique puis en cybersécurité. OK. Puis, au niveau des infirmières? Bien, au niveau des infirmières également, bien, en santé, on offre ce qu'on appelle à la formation continue la formation qui est une passerelle qui permet aux infirmières auxiliaires de devenir des infirmières. Donc, actuellement, c'est un projet pilote qu'on mène avec notre hôpital du Haut-Richelieu pour faire en sorte qu'on puisse venir combler le besoin en infirmières en formant les infirmières auxiliaires chez nous. Au niveau de la francisation, parce que je le disais tantôt, ça occupe quand même un bon volet chez vous. C'est principalement une clientèle immigrante qui va chez vous? Oui, la francisation, c'est principalement une clientèle immigrante, puis elle est desservie à notre campus de Brossard. On se souvient que pour la formation continue, le Cégep dispose de 2 lieux de formation, Saint-Jean et Brossard. Et évidemment, prochainement, on est dedans, en ligne également. On ne s'en cachera pas, ça s'en vient. Et puis, on répond à une clientèle immigrante qui viennent d'arriver et qui doivent suivre les 4 niveaux de formation en français. Et puis également, on offre aussi de l'intégration avec ça. Parce que quand on regarde le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre, qui est partout un peu au Québec, on voit le potentiel d'une ville comme nous, où on est près de Montréal et tout ça, où forcément l'immigration va être appelée à augmenter. C'est comme écrit dans le ciel. Donc, c'est clair que chez vous, votre niveau d'activité n'est pas appelé à baisser. Là. Bien, en fait, probablement pas. J'ai envie de vous dire que non, le niveau d'activité au niveau disons, des profils des gens qu'on accueille pour la francisation va se maintenir. Ça assure une belle relève. Et puis, mais il demeure que je pense qu'actuellement, on est mieux d'y aller. Puis je pense que c'est ce que notre gouvernement souhaite, c'est d'y aller lentement mais sûrement, c'est-à-dire d'assurer une bonne intégration de ces gens-là. C'est souvent ça qui manque. Mais en général, pour votre département, vous avez quand même connu dans les dernières années une hausse assez marquée de votre niveau d'activité. Là. Oui, effectivement. On a connu une augmentation de tout près de 40 du niveau d'activité depuis les 3 dernières années. Effectivement, on a produit beaucoup de travailleurs, entre autres, des gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation spécialisée. On a énormément de cohortes aussi en éducation de l'enfance. On a aussi développé on a mis sur pied des développeurs de sites transactionnels. Avec la pandémie, on sait que ça a été un besoin criant des entreprises. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a comme 2-3 000 personnes qui, à chaque année ou à peu près, circulent dans votre département? Oui, ça représente environ 2700 individus. C'est sûr que ça oscille année après année, mais c'est beaucoup de monde, oui. Quand on parle de services aux entreprises, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise vous appelle parce qu'elle a une problématique X, Y, Z, puis elle pense que vous pouvez l'aider dans un domaine? Comment ça marche, ce lien-là entre les entreprises et vous-même, le département? Là? Quand on reçoit un appel, en fait, ce qu'on fait de plus en plus actuellement, on fait beaucoup on fait beaucoup de démarches pour justement informer les gens de notre présence puis de notre capacité à les outiller. La dynamique est assez simple. Vous savez, on a tout près de 260 formateurs hyper qualifiés au Cégep. On a un bassin incroyable. Donc,
quand on a des besoins de formation, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige, on rencontre le directeur RH, par exemple, avec un spécialiste de contenu, un formateur spécialisé. Et puis, à ce moment-là, on est capable de faire, à travers une entrevue, prendre tous les besoins puis revenir avec une proposition de formation, des fois sur mesure. D'autres fois, ça va être une proposition de formation qu'on distribue ou qu'on dispense à plus large, disons, sur un plus large spectre. Je pense ici à M3I Supervision. On a peut-être entendu parler un petit peu. C'est une formation qui permet aux gens de développer leurs compétences pour devenir en ressources humaines, pour devenir de très bons superviseurs. Souvent, il y a des gens, surtout actuellement, là, il y a des gens qui passent, par exemple, de un bon technicien à chef d'équipe. Et cette transition-là, des fois, n'est pas toujours facile et on intervient auprès de ces gens-là parce que actuellement, le recrutement se fait aussi de l'interne. Hein. On sait que les postes qui désirent être comblés, les postes clés se développent à l'interne. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que tu as un job aujourd'hui que tu peux pas nécessairement te perfectionner pour atteindre tes ambitions, puis t'améliorer ou bonifier ton profil pour pouvoir accéder, dans le fond, à d'autres postes plus tard et non pas toujours faire le même boulot pendant 50 ans. C'est exactement ça pourquoi en fait, c'est notre leitmotiv, dans le fond. On aide les entreprises à être plus compétitives en mobilisant leurs employés puis en leur permettant d'atteindre de nouvelles compétences. Puis, en gros, la COVID, là, dans les 20 derniers mois, est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? Parce que là, les gens ont dû apprendre à distance comme beaucoup de monde. Mais bref, est-ce que ça vous a un peu même accéléré dans votre transformation de département? Je sais pas. Oui, ce qu'on a vécu, en fait, disons ça a accéléré. Est-ce que la vision a changé? Non, on avait déjà cette vision-là de vouloir accélérer, pas accélérer, mais rendre le parcours de l'étudiant plus fluide. On veut rendre l'expérience de l'apprenant de manière à ce que ce soit pratiquement mémorable, entre guillemets. On veut vraiment rendre la formation accessible. Donc, formation à distance, bimodale, ainsi de suite. Alors, formation continue, service aux entreprises et de placement au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si vous avez de l'intérêt, allez visiter le site Internet pour vous renseigner. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient avec le mot de la fin. Du côté de la MRC de Rouville, vous avez jusqu'au 1er avril 2022 pour vous inscrire à la bourse de la relève agricole. C'est quand même un montant de 10 000 qui est en jeu. Vous avez le lien Internet pour vous informer. Et bien sûr, nous, n'oubliez pas, notre prochain rendez-vous, c'est pas compliqué. C'est demain. Bye-bye.